Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations de philosophie à l'usage en particulier des classes de terminale. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être matériellement, je dirais, copiées. Elles sont faites pour servir d'idée et pour faire soi-même une dissertation. Le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est est-ce que la philosophie doit être nécessairement réaliste ? On pourrait penser dans une première approche que ce sujet, finalement, ne concerne que l'enseignement au terminal, et donc est de peu d'importance. Après tout, pourquoi ne pas exprimer en philosophie des systèmes de pensée, même s'ils sont complètement en décalage avec la réalité? Et puis, à chacun de jouer avec ces systèmes pour, s'il le veut, essayer de comprendre la réalité. En fait, c'est un sujet bien plus profond que cela. À partir du 19e siècle, et ça trouve son origine au 18e siècle, on voit la philosophie devenir de plus en plus comme un jeu de l'esprit qui ne cherche plus à être en rapport avec le réel. Ça commence, on va le voir, avec René Descartes, qui cherche à démontrer que mes sens ne me trompent pas à travers une démonstration de type mathématique que personne ne pourra contester. Le réalisme consistait à dire, quand je suis en bonne santé, que je n'ai pas pris de drogue, mes sens, je peux leur faire confiance au moins pour l'existence de la voiture qui arrive en face lorsque je conduis. Ainsi, l'idée même de vouloir démontrer que les sens ne me trompent pas, c'est quelque chose qui fait basculer la philosophie dans l'idéalisme. La pensée est prioritaire par rapport au réel. En l'occurrence, pour Descartes, c'était plutôt la certitude de la pensée qu'il regardait, et non pas la pensée elle-même. Mais par la suite, toute une série de systèmes viendront où la pensée est prioritaire. Ces idéologies, lorsqu'elles ont été appliquées, ont été responsables de millions de morts. On ne peut pas le nier, avec le marxisme, avec le nazisme, chacune mettant en avant une idée de l'homme et exterminant ceux qui y résistaient. Eh bien, la pensée philosophique, qui permet justement de penser le monde, elle a suivi cette voie. Et donc, on peut dire qu'actuellement, lorsque on reçoit les cours de philosophie, chez les jeunes qui, eux, ont l'habitude d'être simplement réalistes, elle entre souvent en crise. Ça veut dire qu'elle est reçue par les intelligences natives de l'adolescence comme quelque chose, comme un exercice, je dirais, de style, et non pas quelque chose qui leur apporte du concret pour mieux réussir leur vie ou pour mieux connaître ce que c'est que le monde. Et donc, après avoir manifesté cela dans une première partie, eh bien nous essaierons de voir dans une seconde partie et une troisième partie si il est nécessaire pour que la philosophie sorte de sa crise actuelle qu'elle redevienne réaliste, comme d'ailleurs la science, elle, est réaliste. Alors, en premier lieu, dans cette première partie, il nous faut définir les mots et essayer d'établir une petite histoire de l'apparition du réalisme et de l'idéalisme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le réalisme en philosophie? C'est simple à comprendre. C'est quand le réel est le maître de ma pensée. Voici un schéma simple qui exprime ce que c'est que le réalisme. La partie qui est entourée, la réalité, donc le monde tel qu'il est centrale. Ma pensée, qui est là, va chercher à le comprendre. On peut appeler la réalité, dans le langage de saint Thomas d'Aquin, la vérité ontologique. Ontologique, ça veut dire la vérité des êtres, tels qu'ils sont. Ma pensée, et les diverses manières de penser cette réalité, on l'appelle la vérité formelle. Elle est dans notre esprit. Et dans le réalisme, elle est totalement dépendante de la réalité. De même, les mots par lesquels on exprime la pensée sont eux-mêmes en dépendance avec la réalité, mais par la médiation de la pensée. Donc les mots ne sont vivants que s'ils sont en rapport vivant avec la pensée. D'où l'intérêt d'ailleurs de donner des dissertations en vidéo et non pas simplement par écrit, parce que le mot prononcé
est en rapport avec la personne. Et il peut y avoir éventuellement interaction. Si quelque chose n'est pas compris, eh bien, des questions sont posées au professeur qui peut répondre éventuellement. L'idéalisme fonctionne selon un autre schéma. Le plus connu, c'est celui-ci. On le voit, ce qui est ici central, c'est ma pensée. Ma pensée, elle va créer le réel dans l'idéalisme. Et je dirais que les mots n'expriment que la pensée. Donc ce qui est central dans l'idéalisme, c'est ce que j'ai produit par mon intelligence. Il y a même, à notre époque, je dirais depuis le 19e siècle, le 20e siècle, l'apparition d'un idéalisme plus. Ça veut dire un idéalisme poussé jusqu'à quelque chose qui est choquant. À savoir que cette fois, ce n'est même plus la pensée qui est centrale, mais ce sont mes mots. Selon ce schéma-là, comme si les mots eux-mêmes qu'on emploie déterminaient la pensée et que la pensée elle-même annulait ou créait la réalité. Alors, je vais donner un exemple pour bien montrer comment ces trois façons de considérer le rapport entre la pensée et le réel peuvent s'exprimer, en prenant un sujet qui a été mis en valeur en France récemment, la fameuse théorie du genre. Est-ce que les hommes et les femmes, au plan psychologique, sont différents ? Le réalisme, lui, il va partir de la réalité, ça veut dire qu'il va essayer d'observer les hommes et les femmes partout dans le monde. Par exemple, pour se demander, est-ce qu'il est vrai que les femmes aiment leurs enfants davantage que les hommes ? Après tout, c'est quelque chose qu'on pourrait poser. La pensée réaliste, elle ne va pas procéder simplement au doigt mouillé, même si l'observation va être importante. Elle va essayer d'aller plus loin par sa méthode naturelle, c'est-à-dire faire des statistiques. L'une des statistiques intéressantes est de voir qui demande la garde des enfants en cas de divorce. Et on va constater que certains hommes la demandent et se battent pour la demander. On se souvient par exemple de la chanson de Balavoine, « Mon fils, ma bataille ». Elle a voulu s'en aller, qu'elle le fasse, mais c'est mon fils, ma bataille. Il s'était battu pour la garde de son enfant. On pourrait donc dire, a priori, que hommes comme femmes aiment leurs enfants plus que tout. Et puis après, on fait des statistiques et on constate que 90% des femmes demandent la garde de leurs enfants et ont le cœur arraché si elles la perdent. Qu'un certain nombre d'hommes demandent la garde de leur enfant, mais la plupart acceptent une garde partagée et que plus de 80% ne la demandent pas forcément. Attention, les chiffres que j'ai donnés sont de mémoire, donc je ne suis pas allé les vérifier. Simplement, les statistiques objectivisent une réalité, à savoir, on ne peut pas dire comme cela que toutes les femmes aiment leurs enfants. Il y a même un certain nombre de femmes qui ne demandent pas la garde de leurs enfants, qui partent, qui abandonnent leurs enfants pour suivre un homme dont elles sont tombées amoureuses. L'homme est plus important que leurs enfants. Conclusion, la réalité consistera à dire que ma pensée doit exprimer, le réalisme consistera à dire que ma pensée doit exprimer au mieux le réel. Il est faux de dire que toutes les femmes aiment plus leurs enfants que toute chose au monde. Il est vrai de dire que la plupart des femmes, leurs enfants sont essentiels. La plupart, mais pas toutes. De même, beaucoup d'hommes sont capables de désirer la garde de leurs enfants, mais que la plupart estiment que quand ils refont leur vie, la garde des enfants doit plutôt être remise à la femme. Donc on le voit dans cette première perspective, c'est le réel qui est le maître. Et le réel, on s'y soumet, il s'impose par lui-même. Dans la deuxième perspective, l'idéalisme, ça consiste à dire que, actuellement, mon idée, c'est que tout cela, ce sont des stéréotypes. Ça n'a pas de réalité. Quand on définit que les femmes, au prétexte qu'elles ont porté les enfants, ce qui est purement physique d'ailleurs, seraient plus attachées à leurs enfants, c'est un stéréotype de genre. Il n'y a pas de raison, on fait les enfants à deux, et donc, comme l'intelligence des deux est la même, il n'y a pas de différence, si ce n'est parce que culturellement, on impose aux femmes l'idée que parce qu'elles sont mères, elles devront être plus attentives à leurs enfants. Et de même, on impose aux hommes l'idée que parce qu'ils sont pères et donc extérieurs à la grossesse, ils pourraient se détacher plus facilement.
face à l'idéalisme, si on impose, si on propose des chiffres qui montrent ce qui se passe dans tous les pays du monde, eh bien on dira, ce sont des stéréotypes apportés par la pensée des parents et qui se transmettent de génération en génération, ce qui veut dire que l'idée qu'on se fait de l'homme est prioritaire par rapport à la réalité. Si on oppose encore à cela que des animaux très proches de nous, je parle des singes anthropoïdes qui vivent en groupe, les mamans sont proches de leurs enfants. Les papas les protègent de l'extérieur, qu'il y a un dimorphisme physique parce que le père, il va protéger son groupe, il va protéger des attaques de prédateurs, tandis que la mère est plus en tendresse, en douceur par rapport aux petits. Eh bien on répondra, nous ne sommes pas des singes, nous sommes des êtres humains et notre liberté est par-dessus tout. Dans l'idéalisme, c'est donc la pensée de l'homme qui crée le réel, qui est, je dirais, centrale par rapport à tout cela. Et puis, il y a l'idéalisme plus, à savoir les mots qui créeraient la pensée et qui créeraient elles-mêmes la réalité. Ainsi, oser dire et écrire qu'il y a des écoles maternelles, donc des écoles pour les petits-enfants, dont les mamans s'occupent davantage, parce qu'elles viennent de les mettre au monde, et donc elles en sont très proches. Ce mot-là crée le stéréotype de genre qui fait que les mamans se sentent obligées de s'occuper davantage des enfants et que les papas, eux, se mettent un peu à distance, laissent cette relation entre la maman et le bébé s'établir. L'idée serait donc qu'en changeant les mots et en appelant ça une école parentale, on changera la pensée et par là même, on changera la réalité. Là-dedans, qu'est-ce qu'en pense le réalisme? Eh bien le réalisme, il dira « Ce que vient de dire l'idéalisme n'est pas entièrement faux. Bien sûr que la pensée et la culture s'ajoutent à la nature pour créer la réalité sociale. Et bien sûr que les mots eux-mêmes appuient dans le sens de la nature. Mais, dira le réalisme, il y a aussi quelque chose de fondamental dans la distinction entre les hommes et les femmes qui vient de la nature différente. Et donc, le réalisme n'a comme maître que la réalité, donc il ne niera pas ce qui est vrai en partie dans l'idéalisme. Ce qu'il niera, c'est de dire que la réalité n'existe pas si ce n'est créée par la pensée. Donc on le voit, le réalisme peut intégrer ce qui est vrai dans l'idéalisme et dans le nominalisme, donc l'influence des mots. Par contre, l'idéalisme va refuser ce qui pourrait être vrai dans le réalisme, donc l'influence d'une nature humaine, et n'en parlons pas pour le nominalisme. Alors ceci étant défini, on peut se demander maintenant quand est-ce que le réalisme est né, quand est-ce que l'idéalisme est né. L'idéalisme n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui apparaît, je dirais, dès qu'apparaît la philosophie occidentale, donc principalement en Grèce. Avec Platon par exemple. Platon a comme maître Socrate. Socrate est un homme réaliste. Ça veut dire qu'il ne se paye pas de mots. Il se confronte par exemple aux démagogues qui savent manier le langage. Et les mots, quand on est en politique, peuvent créer la réalité. On ne peut pas le nier. Lui arrive comme philosophe et il démonte, par ses dialogues avec les jeunes dans les rues d'Athènes, il démonte le mensonge démagogique des mots. Il est donc réaliste. Seulement, il a un disciple appelé Platon. Et il dira à Platon, attention, n'entre jamais en politique. Platon, au début, l'écoutera, parce que son maître est mort martyr, au nom de sa fidélité à la pensée philosophique qui est réaliste. Seulement, à un moment donné, il écrit un livre qui s'appelle La politique. Il retourne en politique, en disant « Moi, je peux penser la société, et donc je serai le meilleur homme politique. » Quelle est la politique de Platon? Il invente un système idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense en chambre le meilleur système politique qui puisse exister, et il imagine la chose suivante. Imaginons que toutes les femmes appartiennent à tous les hommes, donc qu'ils soient un bien commun, le communisme de Platon. Donc que les hommes puissent coucher avec toutes les femmes, et qu'ainsi les enfants puissent être nés de n'importe quel homme. Alors, dit Platon, on arrêtera de voir dans la rue des enfants abandonnés, non élevés, séparés de leurs parents. Pourquoi? Parce que chaque père s'occupera de tous les enfants, puisqu'ils peuvent être les siens. On est là, typiquement, face à un système de pensée idéaliste.
il a pensé quelque chose dans sa tête, et tant que la réalité ne lui aura pas démontré que ça ne marche pas, qu'il se passera l'inverse, je dirais les gens de bon sens tout de suite en entendant ce système diront « mais non, bien au contraire, tous les enfants seront abandonnés, puisque les pères se diront « il n'est probablement pas de moi ». C'est ce qu'on voit dans la réalité. Le test de paternité est très important pour les pères de famille. Seule la mère sait que l'enfant vient d'elle puisqu'elle a accouché. Fort heureusement, Platon ne pourra pas appliquer son système dans la réalité. Mais, on le verra tout à l'heure, d'autres le feront pour une autre forme de communisme à l'époque contemporaine. Face à Platon et à ses parties, les parties de sa philosophie qui sont complètement idéalistes, donc construites comme un système artistique dans sa tête, arrive son disciple préféré, Aristote. Aristote, fils de médecin, donc empirique. Il observe que tel médicament guérit telle maladie. Il ne sait pas pourquoi, mais il l'a vu faire par son père. Aristote dit qu'on ne doit avoir en philosophie comme maître que le réel. C'est le réel qui mesure ma pensée. Et si ma pensée ne correspond pas au réel, je dois modifier ma pensée. Évidemment, pour lui, le réel est tellement profond, intense, que jamais ma pensée ne pourra l'englober, le posséder. Et donc, nécessairement, selon lui, il y a deux qualités que doit avoir le réalisme. La première, c'est l'humilité du philosophe, parce que sa pensée n'est pas adéquate. Il doit donc toujours chercher. Et la vérité formelle, celle qui est dans son esprit, tend de plus en plus, très humblement, à se rendre adéquate à la vérité ontologique. Donc la vérité, c'est l'adéquation de ma pensée à la réalité. Deuxième esprit, selon Aristote, c'est l'esprit critique. Toujours critiquer la certitude de ce qu'on a. Ne pas croire, par exemple, que ses sens ne peuvent jamais tromper. Un alcoolique verra des choses qui n'existent pas. Mais cet esprit critique ne doit pas tout prendre. À savoir qu'il faut tout de même faire confiance à nos sens, en ce sens que la réalité en face, même si on la voit transformée, si on est en bonne santé, c'est qu'elle existe, puisqu'on la voit. Ou du moins, dans le cas des mirages, c'est son image qui existe. À l'intelligence de ne pas se tromper et de distinguer la réalité, son image, à travers l'apport des sensations. Si l'idéalisme était resté un simple exercice de style artistique, comme le fit Platon qui n'eut jamais le pouvoir, il n'y aurait pas de danger après tout. Ce serait une forme d'art, et on dirait que la philosophie, comme l'art, invente son système, ou comme les mathématiques, étant abstraites, elle invente, je dirais, des nouveaux domaines de pensée. Elle peut imaginer en maths un monde infini, une racine carrée de -1, etc. Le problème, c'est qu'au XIXe siècle, l'idéalisme va revenir en force et va vouloir être imposé dans le réel. Le problème de l'idéalisme, c'est que, puisque la pensée domine, si on y croit trop, et que le réel résiste, eh bien, on va couper la tête du réel. Je voudrais prendre l'exemple du communisme qui sort comme une réaction saine et violente à un autre idéalisme, le capitalisme pur de l'époque du XIXe siècle. Capitalisme pur qui pense que les simples lois du marché vont tout réguler, qu'il n'y a pas besoin d'autres régulations par des contre-pouvoirs comme les syndicats ou par l'État. Que, après tout, à force de s'enrichir, les entreprises enrichiront tout le monde, et que la misère n'est que passagère. Face aux injustices terribles que produit ce système idéaliste, donc c'est un système pensé par quelqu'un, eh bien, la réaction se fait. La réaction par un idéologue appelé Karl Marx qui va analyser les choses en termes dialectiques. Il y a d'un côté les patrons qui possèdent le capital, qui n'ont plus rang d'humain, parce qu'ils exploitent le prolétariat ouvrier, soumis à toutes leurs lois. C'est une guerre sans merci, une guerre qui doit se terminer par la victoire de l'un ou l'autre. Or, comme les prolétaires sont plus nombreux, plus forts, ils doivent entrer dans une révolution qui va aboutir à la saisie des biens de production. Et alors, dans un moment de tyrannie provisoire, ils vont redistribuer tout de manière équitable. Mais en fait, pour que tous les biens appartiennent à tout le monde en même temps. Pas pour qu'il y ait une propriété privée,
C'est là que, je dirais, Marx tombe dans ce qu'on va voir être un idéalisme. Il dit, si tous les biens appartiennent à tout le monde et que les revenus de ces biens sont distribués de manière à ce que chaque personne puisse avoir un revenu, y compris en cas de maladie, en cas de vieillesse, etc., alors on va créer sur Terre un paradis de justice, un paradis parfait, parce que chaque être humain, je dirais, au lieu de vendre sa production, donc l'œuvre de ses mains, elle lui appartiendra. Et donc, il travaillera pour le bien commun de tous. Le système de Marx paraît comme ça sur le papier tout à fait valable. Le problème, c'est que certains voudront l'appliquer, et avec sincérité. Est-ce qu'il pouvait marcher? Je dirais que en 2 minutes, un professeur de collège saurait que ça ne peut pas marcher. Parce que s'il est réaliste, il le devient très vite face à des classes. Il comprend ce que c'est. Il n'a qu'à inventer un système. Imaginons que nous disions que tout le monde, dans ta classe, aura 10 sur 20, quoi qu'il fasse, pour une raison de justice sociale. Certains travaillent à la maison avec des parents qui sont professeurs, d'autres sont fils de milieux modestes et ne peuvent jamais travailler. Résultat, pour qu'il y ait justice, on travaillera pour le bien général de toute la classe et tout le monde aura à la fin de l'année 10 sur 20. Les élèves, en voyant ça, se disent au départ « étonnant ». Et puis certains se réjouissent tout de suite en se disant 10 sur 20 quoi qu'il arrive, formidable, plus besoin de travailler. Mais il y a dans la classe un certain nombre de bons élèves qui ne travaillent pas pour la note, qui travaillent parce qu'ils veulent apprendre. Et eux vont continuer de travailler intensément. Arrive le premier contrôle. Ceux qui n'ont rien fichu se retrouvent avec la note de 10, c'est donc vrai, c'est fantastique. Et ceux qui ont travaillé énormément se retrouvent avec la note de 10. Arrive ensuite le deuxième contrôle. Ceux qui n'ont pas travaillé travaillent encore moins et commencent à faire le bazar en classe. Quant à ceux qui avaient beaucoup travaillé, ils sont découragés, humiliés. Et donc certains d'entre eux ne travaillent plus, mais d'autres qui croient au système continuent de travailler. Arrive le troisième contrôle, il y a eu beaucoup de bazar en classe. Alors le professeur invente la sanction pour ceux qui sabotent ce projet pédagogique formidable. La sanction, c'est-à-dire les retenues. Le goulag est apparu. Le goulag, c'est simplement, dans le système communisme, un camp de rééducation pour ceux qui sont antisociaux, qui s'opposent au système. Et puis évidemment, comme le système ne marche pas, imaginons que le prof insiste, il le maintient, quoi qu'il arrive. À la fin, il y a un écroulement général du niveau de sa classe. De même dans le système communisme. Certains essayaient de contourner le système en vendant des produits de leur jardin discrètement, comme ça, sur le marché pour se faire un peu plus d'argent, pour que leur famille vive mieux. Ils étaient rééduqués. En goulag, ils étaient contre la collectivisation totale. Et l'économie soviétique s'est écroulée. Les gens travaillaient presque plus. De toute façon, le salaire allait arriver. Des récoltes entières, qui étaient prêtes à être moissonnées, étaient laissées comme ça ravagées par un orage, parce que le week-end arrivait et que de toute façon, on travaillerait bien le lundi qui venait. De toute façon, tout le monde bénéficierait de la récolte. On pourrait dire que cette expérience de 70 ans n'était finalement qu'une façon d'essayer d'appliquer ces idées, très sympathique. Ce qui est beaucoup moins sympathique, c'est que cette expérience fit 100 millions de morts, qu'elle fit les morts à travers beaucoup de mensonges, qu'elle a mieux réussi médiatiquement que le nazisme, qui lui a été dénoncé publiquement comme une horreur. Comme si le projet idéaliste du communisme, alors qu'il est intrinsèquement non conforme à la nature humaine, parce qu'il part d'une idée généreuse, avait réussi à ne pas être dénoncé. Pourtant, au sommet du communisme, on a Pol Pot. Pol Pot qui se sert de l'expérience de l'Union soviétique, de la Chine, constate que ça ne marche pas, parce que les gens travaillent pour leur famille et veulent gagner plus quand ils travaillent plus. Eh bien, il décide d'éliminer, a priori, tous ceux qui sont cultivés, pour partir d'une humanité native, les Khmers, montagnards, des petits paysans. Et voilà comment il va faire un génocide d'un tiers de son peuple au Cambodge dans les années 1975. Il va essayer d'instaurer ce système à partir d'une humanité nouvelle, et il va continuer de surprendre des Khmers, donc des paysans, qui volent discrètement
un ver de terre, qui le mettent dans la poche pour le manger le soir. Crime contre la collectivisation, exécution immédiate. Voilà ce que c'est que l'idéalisme quand il est appliqué jusqu'à la folie. Dans le réel, à savoir la réalité ne compte pas par rapport à mon idée. Alors, maintenant, dans cette deuxième partie, je voudrais voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que l'idéalisme triomphe pendant plusieurs siècles, à travers divers systèmes, tous contradictoires. L'idéalisme consistant finalement toujours dans la même méthode. On prend une vérité partielle, mais une vérité. Par exemple, pour le freudisme, l'idée que la libido, donc le désir sexuel, est très important, c'est une vérité. Si on le frustre complètement, à une époque de puritanisme absolu, donc au XIXe siècle, eh bien, cette libido va se manifester de tous les côtés par des actes inconscients. Je dirais des choses qu'on refoule en soi. C'est une vérité. Mais quant à dire que cette vérité explique tout le comportement de l'être humain, qu'il se réduit à cela, eh bien, dès son époque, quelqu'un comme Carl Gustav Jung, qui est un contemporain de Sigmund Freud, dira « Non, il y a visiblement d'autres inconscients, très profonds, comme par exemple l'inconscient mystique, ce besoin d'avoir un sens à la vie, de savoir ce qu'on fait sur Terre. Et si on ne l'a pas, il apparaît aussi des tas de frustrations intérieures, des angoisses d'ordre métaphysique, qu'il ne faut pas expliquer par la libido. » Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour qu'on en arrive là, à cette exaltation de l'idéalisme? Eh bien, je crois que cela vient de ce qu'est l'être humain. Finalement, il y a de temps en temps des grands maîtres, des grands philosophes comme Aristote, ou au Moyen-Âge comme saint Thomas d'Aquin, lui-même disciple de saint Albert le Grand, qui ont un sens de la réalité supérieur aux autres. Donc ils sont des phares, ils établissent des choses nouvelles. Après eux, forcément, qui peut être à leur niveau? L'idée à ce moment-là, c'est que le professeur qui suit, au lieu de garder l'esprit réaliste d'Aristote, ou cette harmonie entre science et foi de saint Thomas d'Aquin, eh bien, va se faire le répétiteur de ce maître génial. Ça veut dire que ce qui est écrit dans le livre par le maître devient, comme un magistère infaillible, plus important que la réalité. C'est une trahison fondamentale. Si on veut être aristotélicien, on doit être comme Aristote, amoureux du réel. Et si Aristote avait vécu à notre époque, il se servirait des microscopes, il parlerait des microbes, il se servirait des télescopes, il enverrait balader la théorie de Ptolémée qu'il avait à son époque parce qu'il n'avait pas d'autre moyen que celle-là pour atteindre la réalité du cosmos. Eh bien, ce qui s'est passé en Grèce après la mort d'Aristote avec les philosophes qu'on suivit, s'est passé aussi en Occident après le génie de saint Thomas d'Aquin. Une anecdote significative de la décadence de la scolastique, c'est-à-dire de la pensée scolaire, théologique et philosophique à la fin du Moyen-Âge. On raconte qu'un jour, un élève demande à son professeur combien de dents a une vache. Et le professeur va voir chez Aristote, le philosophe. L'élève lui répond « Mais non, Aristote se trompe, mon père a des vaches, elles n'ont pas ce nombre de dents. » L'élève se fait sanctionner. Voilà ce qu'il se passe en premier, une dogmatisation du réel, parce que le professeur est plus... une dogmatisation, de la pensée d'un maître, parce que la pensée du maître est plus importante que le réel. Résultat, la pensée occidentale va être prisonnière et même en danger. Si on ne pense pas comme le maître, on risque des sanctions, parfois peut-être même une inquisition. Si bien que, après les guerres de religion, la pensée qui a besoin d'atteindre sa source native qu'est la réalité, c'est pas les livres, c'est la réalité d'abord, qui nourrit comme une source d'eau vive, dont les livres ne sont que, je dirais, des flaques d'eau, importantes, mais des flaques d'eau. Eh bien, va arriver René Descartes. René Descartes est véritablement une source de ce qui s'est passé. En effet, en ce qui concerne les sciences, dans son livre appelé Le discours sur la méthode, il invente une méthode expérimentale, très réaliste,
pour avancer dans la connaissance du réel. Et cette méthode sera développée, approfondie par la suite, mettant la science moderne, la science de la matière, dans le réalisme. Et on sait tous les fruits que ça a apporté. C'est fantastique. On peut dire que la physique, la chimie, l'astronomie, je dirais la physique nucléaire, tout ça sort de la méthode expérimentale et des raisonnements qui vont avec. Par contre, en philosophie, eh bien, il essaye d'appliquer un système de raisonnement de type mathématique qui permettra d'atteindre la certitude que nos sens ne nous trompent pas. Et donc que nos sens atteignent quelque chose du réel. Il le fera par une démonstration qu'il fait en chambre. Il s'enferme dans une pièce chaude avec un poêle et il réfléchit dans sa tête. Du coup, ça donne quoi? Ça donne le raisonnement alambiqué suivant. Peut-être que nos sens nous trompent. Peut-être que nous sommes dans un rêve. Pourquoi pas, après tout? Sauf qu'attention, penser comme cela alors qu'on conduit sa voiture, c'est dangereux. La voiture en face, elle existe vraiment, on a intérêt à se le dire. Et du coup, s'il me trompe, comment prouver qu'il ne me trompe pas? Alors il se dit, c'est pas compliqué. On peut démontrer, par un raisonnement certain de type mathématique, qu'il existe un créateur, un Dieu. Et son raisonnement est le suivant. Je possède en moi l'idée d'infini. Or, je suis fini. Elle ne vient donc pas de moi. Résultat, cette idée vient forcément de quelqu'un qui me l'a mise et qui est infini, qui s'appelle Dieu. Il fait une autre démonstration, tout aussi, entre guillemets, géniale. Ça veut dire qu'il ne marche pas du tout. Parce que l'idée d'infini, on ne l'a pas dans la tête. On a l'idée du fini, auquel on rajoute des bouts, pour s'imaginer l'infini, mais jamais l'infini en acte. Deuxième démonstration, je peux penser un être qui a toutes les perfections, sans exception. Si je peux le penser, alors forcément, une des perfections, il l'a, à savoir l'existence. Donc Dieu existe. Démonstration fallacieuse, l'existence n'est pas une perfection, c'est la base même de l'être, dit la métaphysique. Peu importe. À partir de là, il dit, puisque ce Dieu existe, il ne peut pas me tromper, donc mes sens ne me trompent pas, donc la réalité existe. Cette démonstration de Descartes va avoir un succès fantastique dans les philosophes occidentaux et va surtout leur apprendre à planer dans des pensées, dans des circuits intérieurs séparés du réel. Et donc, le fruit de Descartes, logiquement, va être toute une série de pensées construites en chambre et le réel n'y intervient pas. On ne fait plus confiance au bon sens, à ces sens qui observent la réalité. Mon idée est supérieure à la réalité. Le problème, c'est qu'on va vouloir appliquer de force ces idées pour donner aux hommes le bonheur. Face à cela, face à cette dérive de la philosophie qui au point de départ était réaliste, c'est tout de même Aristote, l'inventeur de toutes les sciences. Les scientifiques de sciences modernes vont regarder la philosophie avec un petit sourire en se disant « Oh, ils construisent des châteaux en Espagne. C'est un système, je dirais, idéaliste. Il plane. Un peu comme on pourrait regarder un artiste qui peut créer un visage humain où la narine est sur le front. Après tout, quand on est artiste, on est maître du réel qu'on crée. Eh bien, la philosophie était devenue ça, alors que la science, elle, de plus en plus réaliste, soumise aux expérimentations, se réformait à chaque fois qu'une nouvelle donnée arrivait. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la philosophie doit être réaliste? Je dirais qu'à la lumière de tout cela, après avoir vécu les horreurs idéalistes du XIXe siècle, capitalisme pur, communisme, puis culte de la patrie poussé jusqu'à l'absurde, puis culte de la race, c'est bien un idéalisme que de croire que la race créerait des surhommes et des sous-hommes. Alors qu'on voit bien que c'est l'éducation, la culture qui joue, et que dans tous les êtres humains, certains ont des dispositions plus fortes à la mémorisation ou au raisonnement, et d'autres un peu moins fortes. Mais il y aura ensuite le culte du plaisir, exalter le plaisir immédiat, la consommation, le culte du seul plaisir sexuel avec mai 68, et toutes les conséquences qui en sortiront, comme si l'homme, la relation de l'homme à la femme, était uniquement dans la recherche de la jouissance, qu'il n'y avait pas, je dirais, au-delà de ça,
des devoirs de fidélité. Parce que quand on a vécu 20 ans avec une femme qui peut-être a vieilli, on peut donc l'acheter comme cela parce qu'elle n'excite plus les sens comme avant? Bien sûr que non. Donc on peut dire que après ces 2 siècles où l'idéalisme a régné, et ce n'est pas fini, on voit l'idéalisme continuer, mais cette fois dans le nominalisme, comme je l'ai dit au début, à savoir, en supprimant le mot race, il n'y aura plus jamais de racisme. Et on en arrive même à changer les mots en disant il n'y a qu'une seule race humaine, alors qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, la race étant une apparence extérieure stable qui se communique dans des groupes séparés. Bon, simplement. La pensée en arrive à une telle déliquescence que maintenant le mot lui-même, et non plus la pensée, le mot lui-même fait la pensée et fait la réalité. Donc ce sont des combats entre journalistes sur tel mot est un dérapage parce qu'il a été utilisé. Il a osé traiter cette personne de vieux. Ce n'est pas un vieux, c'est une personne âgée. Ça change effectivement tout. Et ce qui est prévisible, c'est quand l'expression personne âgée elle-même aura une connotation négative parce que les personnes âgées ont du mal à marcher, eh bien on changera par une autre expression, comme si les mots supprimaient la réalité de la vieillesse. Eh bien, dans l'enseignement de la philosophie, aussi bien en terminale qu'en université, on est à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on donne aux personnes des systèmes philosophiques qui se contredisent. Et peut-être que, parce qu'ils se contredisent, on cherchera ce qui est vrai et faux dans chacun. Mais si on trouve, si devenu adulte, capable de penser, on cherche ce qui est vrai et faux dans chacun, c'est donc qu'on essaie de retrouver la source vive. Et la source vive, c'est la confrontation de cette idée au réel. Maintenant, est-ce qu'il faut forcer les jeunes, dont l'intelligence est naturellement réaliste? Ils observent ce qui les entoure, à passer par ces systèmes pour éventuellement rejoindre un jour le réel. Entre-temps, beaucoup se font prendre par ce système en pensant que c'est la réalité. Et d'autres, heureusement, rejettent violemment la philosophie en la qualifiant de pensée en l'air qui plane. Je pense donc que si la philosophie veut survivre, il est nécessaire qu'elle redevienne réaliste, donc qu'elle retrouve son maître, à savoir la réalité sous toutes ses formes, telle qu'elle est, y compris avec ses aspects culturels, ses stéréotypes, mais on la décrit. Et éventuellement, après, certaines choses peuvent être améliorées, changées. Les hommes se cultivent, c'est évident. Mais ça ne consiste pas à dénier toute réalité au réel. Je prends la théorie du genre, encore une fois, comme exemple, et je conclurai par là. On a donc voulu l'imposer dans certains pays européens à partir des années 2013-2014, y compris dans les écoles, en montrant aux enfants que, à la rigueur, faire pipi debout pour les garçons était un stéréotype de genre, et donc il fallait que tout le monde fasse pipi assis. Comme si, factuellement, les garçons n'avaient pas un tuyau qui leur permettait de faire pipi debout. Évidemment, ceci n'est qu'un détail appliqué aux petits, qui eux n'en ont pas grand-chose à faire. Dans certaines écoles, certains parents, pris par cette théorie du genre, ont décidé que leurs enfants iraient à l'école sans que personne ne sache de quel sexe ils sont. Pas même leurs camarades de classe. C'est évidemment grotesque. La première chose que feront les enfants entre eux, c'est de dire si un tel est une fille ou un tel est un garçon, et de se dire entre eux. Parce que c'est fondamental chez eux. C'est les premières questions qu'ils se posent. C'est une fille, c'est un garçon. Et quand il y a doute, ils veulent savoir. Seulement, malgré la bêtise de ces initiatives, il faudra, je dirais, que ça vienne d'un des pays qui l'avait appliqué déjà des années avant, pour qu'on comprenne que ça ne marcherait jamais, parce que c'était une pensée idéaliste et non réaliste. Dans un pays nordique, en Norvège ou en Suède, on avait décidé, il y a près de 20 ans, d'élever exactement pareil les petites filles et les petits garçons, dans une liberté de choix. Et finalement, voilà qu'arrive la terminale et le choix des métiers. Et les éducateurs constatèrent que, étant libres de choisir, une majorité de filles se tournaient vers les métiers ayant un rapport avec les relations humaines, comme médecin, professeur,
et que les garçons aimaient bien aussi les métiers qui avaient un rapport avec la technicité, comme mécanicien, mais comme ingénieur. Ingénieur, je parle au sens chimiste, physicien du terme, où il n'y a pas de relation avec des personnes. Où il s'agit par contre d'être meilleur que ses maîtres dans une compétition. Par contre, ils constatèrent que les pays où les femmes et les hommes n'étaient pas libres, par exemple les pays de la pauvreté, eh bien les femmes devenaient ouvrières. Les femmes devenaient parfois contremaîtres, parce qu'elles étaient bien forcées, sinon elles n'avaient pas de travail. On dirait donc que les expérimentations, lorsque le réel se venge, eh bien, on y renonce, mais qu'il faut du temps. Comme si il fallait faire la bêtise, alors qu'en 2 minutes, nous l'avons vu pour le marxisme, on pourrait comprendre que ça ne marcherait pas. Il fallait faire l'expérience pendant des dizaines d'années pour enfin se soumettre au réel. Je pense que si aux jeunes, on recommence à faire de la philosophie de manière réaliste, donc avec comme maître la réalité tout entière, avec ses parties gênantes, alors l'intelligence même des jeunes y trouvera de nouveau de la nourriture, quelque chose de passionnant, qui aussi leur servira à réussir leur vie concrète. C'est ce qu'ils veulent en philosophie. Si un cours de philosophie leur apprenait par exemple les épreuves habituelles de la vie du couple, pour une génération qui souhaite réussir sa vie privée, mais qui n'a pas les armes, parce que le seul apprentissage en classe, c'est comment mettre un préservatif. Comme si l'évolution des sentiments, qui à un moment donné se lassent, et puis la nécessité dans l'honneur de tenir les promesses faites à celle ou à celui qu'on a choisi quand il y avait des sentiments, n'était pas important. Eh bien, si le réalisme revient, je pense que les jeunes, véritablement, retrouveront goût à la philosophie réaliste, telle qu'elle était au commencement, avec Aristote. Je conclurai en disant que, si je cite Aristote, c'est parce que la caractéristique de son esprit, c'est le réalisme. Mais il n'y a pas que la méthode d'Aristote, qui est fort scientifique, technique, et qui peut rebuter certains. Il y a aussi la méthode de Platon. Platon n'est pas qu'un idéaliste. Quand il décrit l'amour, il le fait avec un langage davantage poétique, des histoires, des paraboles, et ça parle de la réalité. Donc il y a plusieurs manières de faire de la philosophie, mais l'essentiel, c'est que son maître soit le réel. Alors, elle est branchée à sa source d'eau vive. Elle est un fleuve qui coule, et non pas une flaque d'eau putréfiée au bord du chemin.